Dans une maison en briques rouges au cœur de Abokutta, le silence pesait plus que le soleil de midi. Wayankan, 33 ans, était assise dans le salon, ses mains croisées sur les genoux, la tête baissée. Son mari, Kal, un riche entrepreneur du bâtiment, arpentait la pièce, les bras croisés, le visage tendu comme une corde de violon. Encore un test. Négatif. Comme les autres. Sa voix claquait comme une gifle. Wayankan n'avait rien répondu. Elle avait appris à encaisser les humiliations de Kal avec le calme d'une statue. Cela faisait 8 ans qu'ils étaient mariés. 8 longues années à voir le regard de son mari se transformer. Au début, il était doux, plein d'espoir. Mais quand les premiers mois passèrent sans grossesse, les choses changèrent. Les prières se transformèrent en accusations, les regards en mépris. Kal, 38 ans, était un homme autoritaire, charismatique en public, impitoyable en privé. Sa mère, Mama Ronk, ne ratait jamais une occasion de dire « Une femme sans enfant n'est qu'une locataire dans la maison d'un homme ». Et Kal écoutait. Pire encore, il répétait. Les rumeurs commencèrent à courir dans le quartier. On disait que Kal voyait une autre femme. Une jeune commerçante, Bimp, belle et fertile, qui portait déjà son enfant. Wayankan, digne, ne disait rien. Mais chaque nuit, elle écrivait dans un carnet noir, ses douleurs, ses pensées, ses plans. Car elle avait un secret. Elle n'était pas stérile. C'était Kal, le problème. Les résultats du médecin, elle les avait reçus en secret. L'homme, trop orgueilleux, n'avait jamais voulu faire le test. Et elle avait choisi de se taire. Pourquoi? Par amour. Par peur. Par espoir. Par stupidité, peut-être. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle avait changé. Elle n'allait plus se taire. Un jour, elle reçut un appel. C'était Aunty Nena, sa tante maternelle qui vivait à Enugu. « Ma fille, je ne peux plus rester silencieuse. Tu dois partir d'ici. Reviens à toi. Reviens chez nous. » Wayankan ferma les yeux. C'était peut-être le moment. Mais au lieu de fuir, elle décida de rester. De reprendre ce qui lui appartenait. Sa dignité. Sa liberté. Et une part de justice. Elle créa en secret une fondation pour les femmes rejetées pour leur stérilité, qu'elle nomma Aanu la grâce. Grâce divine. Grâce retrouvée. Avec l'aide d'un gynécologue réputé, elle offrait des bilans gratuits aux couples. Et quand la vérité éclata, que dans 60% des cas, les hommes étaient en cause, les langues commencèrent à se délier. Et Wayankan devint un symbole. Mais Kal? Il riait. Tu crois qu'on écoute une femme vide comme toi? Il avait trop de fierté, pas assez de cœur. Bimp accoucha. Un garçon. Kal organisa une cérémonie extravagante. Mais bientôt, la rumeur enfla. L'enfant ne lui ressemblait pas. Il fit un test. Ce fut un choc. L'enfant n'était pas de lui. La gifle du destin. Le karma, version douce amère. Elle n'avait rien dit. Pas une moquerie, pas une revanche. Elle continuait son travail. Elle était invitée à la radio, citée dans les journaux, aimée des femmes, écoutée des jeunes couples. Un soir, Kal vint la voir. « Je sais que j'ai été dure. J'ai fait des erreurs. Si tu veux bien. On pourrait recommencer ?» Elle le regarda longuement. Puis répondit doucement. « Je ne suis plus celle qui attend. » Et elle ferma la porte. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Wayankan n'avait pas encore tout vécu. Une nouvelle page s'ouvrait, pleine de promesses, de dangers, d'amour peut-être, ou de luttes plus grandes encore. Quelques mois après ce soir fatidique, Wayankan se retrouva à l'aube d'une nouvelle ère. La fondation Aanu, qu'elle avait créée en secret, gagnait en ampleur et en reconnaissance. Les femmes du quartier d'Abokutta, jadis silencieuses et humiliées, prenaient la parole et se rassemblaient pour raconter leurs histoires. Dans ces assemblées, l'écho de leurs voix devenait une symphonie de révolte et d'espoir. Kal, quant à lui, se débattait dans l'ombre de son passé. Sa réputation ternie par le scandale du test et les murmures incessants dans le quartier, il errait dans un univers où les miroirs reflétaient autant sa fierté brisée que ses regrets naissants. Chaque jour, il revivait en silence les mots de sa mère, Mama Ronk, et la dure réalité d'un karma qui, lentement, le rattrapait. Un soir, lors d'une conférence organisée par Aanu dans une salle modeste mais pleine de chaleur humaine, Wayankan prononça des paroles qui résonnèrent comme une promesse d'avenir. « Mes sœurs, mes frères, il n'est jamais trop tard pour changer. Le pardon n'est pas un cadeau offert à ceux qui ne l'ont pas mérité, mais le premier pas vers la reconstruction de soi. » Ces mots, portés par la force d'une conviction nouvelle, touchaient profondément ceux qui l'écoutaient. Parallèlement, Kal, rongé par une solitude qui pesait plus lourd que ses biens matériels, commença à fréquenter discrètement ses rencontres.
D'abord, c'était par curiosité, puis par une envie secrète de comprendre comment, en un an, une femme pouvait se transformer en lumière pour tant d'autres. Dans un coin sombre de la salle, il écoutait, ses yeux embués de remords, les témoignages de femmes qui racontaient comment elles avaient surmonté le rejet, la douleur et la honte. Un soir de pleine lune, alors que la ville s'illuminait d'une douceur inattendue, Cal se décida enfin à se lever et à s'approcher d'Oyincan après une session de partage. La jeune femme, désormais debout sur la scène, rayonnait de sérénité et de force tranquille. Leurs regards se croisèrent dans un moment suspendu, où le silence parla plus fort que 1000 mots. « J'ai trop longtemps ignoré la vérité », confia-t-il d'une voix brisée. « Je suis ici pour apprendre, pour essayer de réparer ce qui a été brisé. Je ne demande pas ton pardon, mais je veux changer. » Oyincan, qui avait appris à ne plus craindre les fantômes du passé, répondit avec la douceur d'une résilience mûrie. « Le chemin du changement est long et douloureux, Cal. Il ne s'agit pas seulement de réparer une faute, mais de reconstruire un être. Peut-être que tu pourras, un jour, comprendre ce que signifie la véritable responsabilité. » Ce dialogue, discret mais puissant, marqua le début d'une transformation inattendue. Cal s'engagea alors dans un parcours de rédemption, se liant d'amitié avec plusieurs femmes qu'il avait jadis méprisées. Il offrit son aide à des projets communautaires, participa à des ateliers sur la parentalité, et surtout, apprit à écouter sans jugement. De son côté, Oyincan poursuivit son combat, transformant sa douleur en une force collective qui inspirait non seulement les habitants d'Abokuta mais aussi d'autres villes du Nigeria. Sa fondation s'étendit à des régions entières, devenant un symbole de renaissance et de lutte contre les injustices ancestrales. Au fil des mois, alors que le vent portait avec lui les murmures du changement, le destin semblait vouloir jouer une dernière carte. Une mystérieuse femme, vêtue d'un boubou d'un bleu profond, apparut lors d'un événement régional. Elle portait sur elle l'aura d'une sage et d'une guérisseuse ancestrale. Avec des mots simples mais empreints de mystère, elle déclara « Le karma ne pardonne pas, mais il enseigne. Et aujourd'hui, il vous offre la chance de réécrire vos histoires. » Ces paroles, prononcées devant une assemblée émue, laissèrent présager que les chemins d'Oyincan, Cal et de tous ceux qui avaient souffert se rejoindraient, dans une danse inachevée où chaque pas, chaque geste, chaque mot contribuait à écrire une nouvelle page d'un conte africain intemporel.